parola di Esperante, mia Esperanto ne estas sufiĉe bona. Je vais continuer en français, merci. Alors, je suis un petit peu impressionné par le fait de présenter le livre ici devant vous, pour deux raisons. D'une part, parce que j'ai l'impression de me retrouver avec 100 ans d'écart, mais dans j'ai oublié un truc. Before decision. Je recommence. Okay. Je vais recommencer. Merci pour l'invitation. Donc, comme je disais, effectivement, je suis un petit peu impressionné par le fait de présenter le livre. Donc, la première qui tient, j'ai l'impression de me retrouver avec 100 ans d'écart, mais face à mon sujet d'étude. Et puis, l'autre espérantiste, notamment de l'espéranto de ces temps pionniers. Alors, juste pour revenir rapidement sur le livre, puisque la commande qui m'a été faite, entre guillemets, c'était de présenter ce livre. En fait, il s'agit de l'édition d'un travail universitaire donc, que j'ai mené à l'école des Chartes. Donc, fin 19e, début 20e. L'école des Chartes étant effectivement centrée sur l'histoire du livre, l'histoire des médias, sujet, et effectivement, quand ensuite il a été question de l'éditer, j'ai élargi un peu le propos pour présenter plus largement l'histoire de ce mouvement. Donc, je ne vais pas commencer, comme je le fais dans le livre, par parler de Zamenhof et de son œuvre. Je ne vais pas vous faire cette injure. Donc, je vais prendre un point de départ un peu différent et un peu plus reculé, avec les temps du socialisme utopique dans la première moitié du 19e siècle. Donc, ce qu'on appelle le socialisme utopique, c'est effectivement cette famille de penseurs de la première moitié du 19e siècle qui ont tenté de réfléchir à la société qui était celle de leur temps, qui était une société nouvelle qui naissait sur les ruines de l'Ancien Régime. Et ils ont essayé de penser les liens entre le politique, l'économique, le social. Ils ont développé des pensées très originales. Alors, j'ai retenu deux penseurs. La question de la langue les a un petit peu, avec son linguistique, les a un petit peu occupés. Je vais commencer par parler de Saint-Simon, qui est un penseur complexe. Là, je vais pas le résumé de la pensée de Saint-Simon, c'est une pensée vraiment très complexe. Son héritage, d'ailleurs, est multiple, il est contradictoire. Mais voilà, c'est l'un de ceux qui a pensé très tôt, effectivement, cette nouvelle société. Le saint-simonisme a foi dans le progrès. Sa réflexion est de nature utopiste dans le sens où il dessine le monde à venir, un monde qui repose sur le progrès, sur la paix, et par l'encouragement donné à ceux qui produisent. Ça, c'est très important chez Saint-Simon. Il y a une parabole célèbre entre les abeilles et les frelons. Les frelons sont ceux qui profitent, qui ne produisent pas, et les abeilles sont au contraire ceux qui produisent. Donc, une pensée politique chez Saint-Simon, justement, identifier les productifs, ceux qui produisent, les encourager et optimiser la production par l'allocation optimale des capacités. Élitiste, on a parlé d'élitiste, alloué à chaque capacité, à chacun en fonction de ce qu'il peut, de la manière dont il peut contribuer au progrès collectif. C'est un penseur aussi qui pense le réseau, qui pense l'organisation, donc on a pu en faire un précurseur du technocratisme aussi, enfin voilà, ça fait partie aussi de son héritage. Sa pensée, alors c'est une pensée effectivement utopique dans le sens où effectivement elle se projette vers un avenir, ce qu'il a en tête, c'est effectivement une mise en réseau des capacités à l'échelle du globe. Le globe, c'est par exemple un des grands journaux saint-simoniens du 19e siècle. Et l'étape ultime du progrès, du développement de la société saint-simonienne, c'est ce qu'il appelle l'associationnisme universel. C'est-à-dire une société, finalement, où toutes les capacités productives s'associent et fonctionnent de la manière la plus optimale. Et donc, forcément, en pensant une société à l'échelle universelle, à l'échelle du globe, il s'interroge sur la langue. Voilà. Alors, c'est pas réellement Saint-Simon lui-même qui
je vais citer là, mais ses disciples, puisqu'il y a aussi toute une dimension un peu mystique dans le saint-simonisme, presque religieuse, et donc ce sont ces disciples, les saint-simoniens, qui ont rédigé en 1832 un livre, le livre des saint-simoniens, et il y a tout un passage qui est consacré à la langue universelle, c'est-à-dire la langue de l'avenir, de cet avenir qui sera une société étendue à l'échelle du globe. Alors, en réalité, ce projet de langue n'est pas vraiment une langue artificielle. Ils considèrent, les saint-simoniens, dans cet ouvrage, qui se présente là sous la forme d'un dialogue en fait, entre différents saint-simoniens, ils considèrent que c'est le français en fait, qui est le prototype de la langue de l'avenir, le français qui est le prototype de la langue universelle. C'est pas l'extrait ne nous intéresse pas en tant que défense du français, mais plutôt en tant qu'exposer des conditions requises pour prétendre à l'universalité. Et qu'est-ce qui fonde en fait la langue universelle? Alors, voilà l'extrait du livre en question. Je vais mettre la source. Voilà. Alors, en fait, voilà, pourquoi le français répond à cet objectif d'universalité? On le voit, la langue française est la langue bourgeoise, polie, diplomatique. Ce qui nous frappe, c'est le défaut d'accent. Elle tient le milieu entre les langues du Nord et celles du Midi. Et son défaut d'accent a dû être pour les étrangers un rappel à l'effacement de leur nationalité. Apprendre le français, c'est apprendre une leçon de tolérance universelle. Alors, ce qui est intéressant là, effectivement, c'est que pourquoi le français peut prétendre à l'universalité, c'est parce que c'est une sorte de moyen terme entre des langues, les langues du Nord, les langues du Sud, qui sont des langues avec un accent très marqué. Ça rejoint aussi les théories théories des climats qui sont très actives au XVIIIe siècle. Les climats sont extrêmes, donc les mœurs aussi sont extrêmes. On ne peut pas les étendre à l'univers entier. Et le français, au contraire, est une langue de tempérance, régulière, presque cosmopolite, dans le sens où c'est le creuset où se seraient fondus divers éléments des langues étrangères. Alors, il y a une part il y a une valeur morale aussi ici. C'est-à-dire que l'universalité, pour les saint-simoniens, va être la fille de la tempérance et de la tolérance. C'est une sorte de synthèse neutre et mesurée des différentes langues nationales. Et cette langue bourgeoise, polie, diplomatique, montre bien aussi qu'elle ne s'adresse pas à l'ensemble de la population, mais à une frange, justement, cet élitisme capacitaire dont on parlait, c'est-à-dire la langue de ceux qui vont dans la société de commercer, d'échanger avec le monde entier. Autre exemple, alors on verra un petit peu tout à l'heure pourquoi je cite ces deux exemples-là, ce qu'ils peuvent nous dire ensuite de ce que sera l'espérantisme vers 1900 en France. Un autre penseur, Étienne Cabet, qui est donc d'une génération plus jeune que Saint-Simon, qui est surtout célèbre aujourd'hui pour être en fait le père du mot communisme. C'est Cabet qui a inventé ce terme-là, puisque dans une filiation plus claire avec les projets utopiques de la Renaissance, il imagine vraiment une société idéale qu'il appelle l'Icarie, qui est donc une société effectivement qui s'apparente par bien des aspects au projet communiste, donc une société égalitaire où les moyens de production sont mis en commun, où la propriété privée est abolie. Et alors dans cet ouvrage qui présente donc son Icarie, qui paraît en 1840, c'est très intéressant parce que la première, on est introduit dans le livre et dans la description de cette société idéale par l'exposé de la langue qui est parlée dans ce monde-là. Et là, on voit qu'effectivement, cette langue véhiculaire, cette langue qui est parlée en Icarie, est bien différente de la langue de Saint-Simon. Et on a l'impression, parfois, en lisant le premier paragraphe notamment, de se trouver face à une description de l'espéranto, avec une langue qui, là, repose sur un certain nombre de critères, la rationalité, la régularité, la simplicité, le très petit nombre de règles et le très petit nombre de racines. Donc là, pas de néologisme, justement, mais une espèce comme ça voilà, un très, très petit nombre de racines, effectivement, qui garantit une intercompréhension, en fait, et la rapidité d'apprentissage. Voilà. Et là, effectivement, l'universalité de la langue, qui repose donc sur facilité d'apprentissage et simplicité, est inséparable du modèle qui est sous-tendu par cette utopie.
et qui est un modèle social fondé sur la disparition des inégalités, donc comme je le disais, sur l'abolition de la propriété, une langue aussi dont l'artificialité est assumée, hein, contrairement peut-être à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Et ça fait écho, peut-être que il y a des questions là dans l'intervention précédente que je n'ai malheureusement pas pu suivre sur Eugène Lanty. Eugène Lanty aussi a des pages sur l'artifice, justement une défense de l'artificialité, comme condition aussi d'une langue démocratique. Alors, voilà, je ne voulais pas exagérer l'importance de ces filiations intellectuelles dans les textes ensuite en espéranto d'espérantistes du début du siècle. Je n'ai pas du tout retrouvé trace de mention de Saint-Simon ou d'Étienne Cabet. Mais en fait, j'ai découvert assez tardivement, en m'intéressant plutôt à la notion d'utopie au XIXe siècle. Mais je trouve qu'ils tournent autour de la même question et ils en montrent deux faces, en fait. Et ils sont assez intéressants pour essayer d'expliquer ensuite peut-être deux conceptions qui vont cohabiter, peut-être s'affronter, en tout cas être rivales à un moment donné, voilà, à qui s'adresse l'espéranto et comment penser aussi l'évolution de la langue. Alors, je vais poser maintenant un troisième jalon qui va quand même nous rapprocher un peu de notre sujet. Voilà, oui, le Volapük. Donc, je fais un petit bond dans le temps, puisque là, on est en 1879-1880, avec donc là une langue artificielle, vous le savez sans doute, donc inventée par un prêtre badois, Schleyer, qui nous intéresse ici parce que le Volapük va vraiment connaître un écho retentissant dans les médias, notamment en France, hein, pour se faire l'écho. Souvent un écho un peu amusé, mais pas seulement. Enfin, il y a aussi effectivement une communauté de partisans, de locuteurs du Volapük, qui se forme très vite, qui va s'effondrer effectivement tout aussi rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un réel mouvement d'opinion qui se forme autour de ce projet de langue artificielle. Alors en France, le relais en fait du Volapük, qui s'appelle Auguste Kerckhoffs, est un professeur de langue en école commerciale. Et il va fonder une société de propagande, comme on disait à l'époque, l'Association française pour la propagation du Volapük, on le voit ici, et une revue donc que vous voyez à l'écran, qui s'appelle tout simplement le Volapük. Et le discours qui accompagne en fait la diffusion de cette langue en France présente la langue universelle vraiment comme l'ultime étape des progrès accomplis depuis plusieurs décennies dans le champ des télécommunications. On peut désormais être mis en relation avec le monde entier, mais encore faut-il pour cela une langue en fait qui puisse être comprise partout. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que cette langue va être diffusée donc par des manuels, des dictionnaires, qui vont être édités par une maison qui s'appelle Le Soudier, qui est une maison installée à Paris, boulevard Saint-Germain, qui est justement spécialisée dans les langues. C'est elle qui publie à l'époque les méthodes Berlitz, par exemple, qui sont des méthodes d'apprentissage des langues assez célèbres. Ce qu'il faut souligner en effet, c'est que la période est propice à l'apprentissage des langues. Il y a un regain d'intérêt autour de la place des langues étrangères, qui s'explique aussi par le traumatisme causé par la défaite de 1870. Et là, tout à coup, dans les milieux, notamment industriels, commerçants, il y a une prise de conscience et on risque de décourage, je pense, dans les d'ailleurs, on peut faire des ponts avec ce qu'on entend parfois aussi de nos jours. Et ce traumatisme-là va donner une crédibilité nouvelle aux promoteurs de l'enseignement des langues étrangères, qui considèrent que la France pourrait mieux tenir son rang sur la scène internationale si les jeunes Français pouvaient mieux s'exprimer en langues étrangères. Deux défenseurs de l'enseignement des langues importants à citer, c'est les frères Siegfried et l'aîné Jules, d'ailleurs, est normand, peut-être d'adoption, d'ailleurs, il faudrait le vérifier, mais il est maire du Havre, en tout cas, et sera même ministre du Commerce brièvement. Et il milite en faveur d'une réforme pédagogique qui ferait la part belle aux savoirs utiles, hein, ce qu'on appelle alors les savoirs utiles. Et effectivement, d'ailleurs, ça va aboutir, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, parce qu'il y a des figures de l'espérantisme qui sont impliquées dans ce mouvement de réforme de l'enseignement. En 1902, il y a une réforme très importante de l'enseignement secondaire qui redonne justement une place beaucoup plus importante à l'enseignement des langues étrangères, des langues vivantes, qui passe par la conversation, la mise en pratique directe,
et non plus un apprentissage très, très livresque comme c'était le cas jusqu'alors. Et les sciences aussi sont vraiment revalorisées dans le cursus d'enseignement. Et les sciences expérimentales ou la mécanique, les mathématiques appliquées. Donc là, on pensait peut-être déjà à Carlo Bourlet. Je sais qu'il y a eu quelques jours un colloque sur mathématiques et espéranto. Et Carlo Bourlet, on en reparlera, sera une figure très importante à la jonction de ces deux mouvements. Et donc, Jules Siegfried fonde une société pour la propagation des langues étrangères en France, et dont l'action est suivie de près par les milieux patronaux. C'est une vraie préoccupation. Je vais peut-être prendre l'exemple de la ville de Roubaix, qui me sert un petit peu de fil rouge aussi dans le livre. C'est assez intéressant pour comprendre par quel milieu, justement, l'espéranto pénètre en France à cette époque. Alors, à Roubaix est fondée en 1897 une société qui s'appelle le Cercle Polyglotte. Donc, ça s'inscrit vraiment dans le mouvement que je viens de décrire, de promotion des langues. Et donc, le Cercle Polyglotte, ce sont des Roubaisiens qui se réunissent pour pratiquer des langues étrangères, pour converser en langues étrangères. C'est d'ailleurs un Anglais, en fait, résident à Roubaix, mais qui la fonde. Donc, 1897. 1889, un espérantiste belge vient au Cercle Polyglotte et fait une causerie, une conférence où il présente la langue internationale. Et ça suscite un mouvement d'intérêt très vif, puisque un atelier de conversation hebdomadaire est créé dans ce Cercle Polyglotte, et ensuite un groupe est fondé quelques années plus tard, en 1903. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs aussi qui patronne ce groupe espérantiste. On trouve dans les parrains du groupe le président de la chambre de commerce locale, par exemple, le président de la société de gymnastique locale, et de la société cyclotouristique aussi locale. Et là, c'est aussi un autre point de jonction entre promoteurs de l'éducation physique et justement aussi promoteurs de ces nouvelles méthodes d'enseignement. Il y a une proximité aussi, et la place des exercices du corps dans l'enseignement secondaire aussi connaît un nouveau regain d'intérêt. Et il y a là une convergence en fait de positions autour de ces questions. Donc voilà dans quel milieu l'espéranto pénètre, un milieu qui est déjà préparé à l'idée donc de langue universelle par l'épisode volapukiste. Et si on regarde, alors si on revient un petit peu en arrière, qu'on regarde effectivement l'Adressaro de 1889, donc le premier annuaire espérantiste, on trouve 6 Français. Les noms sont essentiellement situés en Russie, en Pologne, en Autriche-Hongrie, mais il y a 6 Français. L'un est intéressant, enfin 2 sont intéressants essentiellement, mais le premier que je peux citer, c'est Auguste de Monget, qui est un volapukiste justement, et qui est le traducteur de cette brochure qu'on voit à l'écran, qui est signé par l'un des tout premiers espérantistes, un Allemand, Léopold Einstein, qui lui, qui est basé à Nuremberg, où il y a un club créatif autour de la langue universelle, qui était d'abord un club volapukiste, et qui se convertit, si on me permet l'expression, à l'espéranto assez vite. Et donc, de Monget va traduire cette brochure et illustre bien cette bascule d'une langue internationale à l'autre, et les relais médiatiques ensuite de ce nouveau projet, qu'on n'appelle donc pas espéranto à l'époque, mais internatia, donc la langue internationale. Eh bien, les relais médiatiques, effectivement, vont toujours souligner la parenté entre les deux projets et présenter la nouvelle Lingua Internatia comme une sorte de volapük rénové, de nouveau volapük. Un autre nom présent dans cet adressaro de 1889, c'est Louis de Beaufront, qui vous est sans doute beaucoup plus familier, puisque c'est le fondateur de la Société française pour la propagation de l'espéranto, donc ancêtre d'Espéranto France. Et il est aussi évidemment très important, puisque c'est lui qui va éditer l'Onoa Libre et le faire éditer. Donc oui, en 1897, ce n'est pas la première édition française, c'est la 3e. Il le fait éditer chez Le Soudier, justement. Donc là encore, l'éditeur du volapük. Voilà. Et l'éditeur des méthodes de langue, Berlitz et autres. Alors, cette nouvelle édition, en fait, c'est intéressant là, de la comparer justement avec le texte initial de Zamenhof, puisque il y a tout un appareil de préfaces, de commentaires. Il y a aussi un lexique assez conséquent, d'ailleurs, dès 1897, qui est dû à Beaufront. Et tout ce paratexte présente vraiment l'espéranto justement comme une invention à destination de la classe moyenne qui fait des affaires, qui a des loisirs, qui les met en contact avec des étrangers. Je n'ai plus la citation précise, mais il parle de la
du monde humain, ou quelque chose comme ça. Donc, là encore, on peut avoir le souvenir de Saint-Simon pour qui, finalement, la langue universelle ne s'adresse qu'à cette élite de producteurs qu'il faut encourager. Ce que va faire Louis de Beaufront ensuite, dans la claire continuité avec ce qu'on voit à l'écran, c'est de fonder une association. Donc on est dans la France post-loi 1981 sur les associations, et puis un titre de presse, l'Espérantiste, qui est une source évidemment très, très utile pour les premières années du mouvement, qui est en train de naître et de prendre forme. Alors justement, que lit-on à la lecture de l'Espérantiste, qu'à côté de cette première voie, donc par l'écrit, par les manuels, par la presse, on y constate aussi l'importance des causeries et des cours collectifs. Il y a des figures comme ça, donc Alfred Michaud, par exemple, qui est une figure qu'on voit ici, donc au centre, là, avec cette belle barbe et cette moustache qui nous regarde, voilà. Alfred Michaud, dans le nord de la France, entre 1903 et 1906, va espérantiser, selon le terme, donc il y a presque une dimension missionnaire aussi là, dans l'action de ces premiers diffuseurs de l'espéranto. D'ailleurs, le manuel qu'il édite est sous-titré « Catéchisme de la langue internationale ». Voilà, alors, c'est très intéressant puisqu'on peut consulter les archives aujourd'hui d'Alfred Michaud. Elles sont conservées à la bibliothèque de Saint-Omer. La bibliothèque de Saint-Omer a connu dans son histoire un bibliothécaire espérantiste, Ernest Deligny, qui a constitué un petit fonds, enfin pas un petit, un fonds tout à fait remarquable, sur l'espéranto et notamment les archives d'Alfred Michaud. Donc voilà, c'est un exemple assez impressionnant qui suscite un groupe de fervents espérantistes. Donc voilà, il y a un réseau comme ça qui se forme, assez dense, hein, puisque pour donner en juin 1907, on a 156 groupes espérantistes en France. En avril 1909, on en a 230. Et c'est alors en fait le premier groupe, enfin le premier réseau mondial de groupes d'espérantistes. Ça passe aussi tout ça par des chaînes interpersonnelles, hein, c'est très important. Il suffit souvent d'une personnalité pivot qui va essaimer comme ça en province. On peut parler du milieu enseignant, par exemple, qui joue un rôle pivot tout à fait important. Dans des villes moyennes, hein, on peut citer des exemples, j'en ai quelques-uns, à Péronne, à Vennes-sur-Elbe, à Saint-Pourçain-sur-Sioule. C'est souvent un professeur de collège, le proviseur, qui en fait fonde un groupe de conversation au sein du collège ou du lycée. Globalement, on peut identifier en fait deux viviers sociologiques à ce moment-là. Un vivier d'entrepreneurs, d'employés de commerce ou d'industrie d'une part, et d'autre part de fonctionnaires moyens, si je puis dire, d'employés des postes, d'employés de bureaux, d'employés de chemin de fer, de professeurs, d'instituteurs. Voilà, je pense que le temps passe un peu. Alors, à côté de cette diffusion un peu endogène au mouvement espérantiste par ce réseau de personnalités, l'espéranto va trouver des relais puissants. On peut citer au moins deux grands médiateurs de l'espéranto. Tout d'abord, c'est le Touring Club de France, qui est une association cyclotouristique, en fait, hein, c'est-à-dire qui organise des excursions. C'est une association qui recrute dans des classes sociales plutôt aisées, ce qu'on a pu appeler les nouvelles élites urbaines, donc cette bourgeoisie moyenne et supérieure qui s'est enrichie à la fin du XIXe siècle. Et ensuite, alors pour essayer de sortir un peu de ce précaré mondain, on va dire, le Touring Club de France va chercher à porter la voix de l'intérêt général. Par exemple, c'est au Touring Club de France qu'on doit le développement de la signalisation routière, en fait, en France, hein, à une époque où il y a très peu de voitures. Mais en fait, l'État ne s'engage pas dans la signalisation des routes, et le Touring Club de France, donc une association, va s'en charger. Et finalement, l'engagement pour l'espéranto relève peut-être un peu de la même logique. En tout cas, il est perçu presque de la même façon, c'est-à-dire dans les deux cas, il s'agit de développer un outil de communication simple et rapide, un langage qui permette de communiquer facilement. Et alors, effectivement, dès octobre 1900, la revue du Touring Club de France traite de l'espéranto, donc on est très tôt, hein, en 1900. En avril 1901, au siège du Touring Club de France à Paris, un premier cours est donné par Louis de Beaufront.
Et la personnalité ici importante, c'est Carlo Bourlet. Donc, je le mentionnais rapidement tout à l'heure. Vous avez sans doute entendu parler donc, au colloque sur mathématiques et espéranto. C'est une figure évidemment très importante puisque c'est lui qui va activer ces deux médiateurs, donc le Touring Club de France et Hachette, dont je parlerai tout à l'heure. Donc, c'est un mathématicien normalien et aussi donc un cycliste émérite, notamment dans ses travaux mathématiques d'ailleurs porteront aussi sur des travaux assez étonnants, voilà, sur, je ne suis pas du tout spécialiste, mais sur des questions il y a un traité de la bicyclette, je crois, en tout cas, qui essaie d'aborder la bicyclette sous l'angle mathématique. Et il est aussi très engagé justement dans le mouvement de rénovation pédagogique que je mentionnais plus haut, puisqu'il va justement promouvoir un enseignement pratique des mathématiques. Voilà. Alors, c'est très intéressant, très instructif de comparer justement les annuaires du mouvement espérantiste et les annuaires du Touring Club de France. Et on se rend compte que bien souvent, en fait, le délégué local du TCF est aussi le président du groupe espérantiste. Voilà, il y a une porosité très nette entre ces deux milieux. On va prendre l'exemple de Roubaix, où le club, donc, comme je disais, est patronné par le président, le directeur de l'association cyclotouristique locale. Alors, ça me permet d'enchaîner sur une production intéressante que j'ai aussi essayé d'explorer, de dépouiller, qui est celle des guides. Alors, la sélection là est un peu arbitraire, mais on peut quand même, effectivement, ce qui est intéressant de constater, c'est la diversité des producteurs. En fait, il peut s'agir aussi bien du groupe local, ça va être le cas, par exemple, pour le guide de Rouen. Ça peut aussi être un syndicat d'initiative, donc c'est le cas pour le guide de l'Anjou, par exemple, ou même une firme privée. Donc là, c'est la plaquette de gauche, qui est éditée par la société de Dion Bouton, qui est l'un des principaux constructeurs automobiles du début du siècle, qui est une très belle plaquette en plus, voilà, qu'on peut admirer à la bibliothèque d'Espéranto France, rue de la Cerise. Donc les initiatives, voilà, sont diverses, mais révèlent en tout cas toujours cette proximité entre donc excursionnisme, comme on disait plutôt à l'époque, et puis pratique de la langue universelle. L'autre médiateur, donc je mentionnais rapidement, c'est Hachette. Hachette, donc à ce moment-là, est vraiment le premier éditeur mondial. C'est un très grand groupe. Et là encore, Carlo Bourlet est la figure importante puisqu'il est un ami très proche, en fait, de l'un des associés de la maison Hachette, qui s'appelle Guillaume Breton. Et tous deux sont des normaliens, tous deux sont attachés à la réforme de l'enseignement. Et en fait, Breton avait réuni autour de lui une équipe de professeurs, donc souvent dans ses élèves de l'école normale supérieure, très investis dans ce programme de rénovation pédagogique. Et c'est à eux qu'on doit en fait beaucoup de manuels scolaires de cette époque-là, puisque Hachette doit aussi une bonne part de sa prospérité à l'édition de manuels scolaires. Donc Carlo Bourlet en fait va mettre en relation Breton et Zamenhof par l'intermédiaire aussi de Louis de Beaufront et va fonder une collection espérantiste. Bon, j'entre pas dans le détail des contrats, c'est un peu fastidieux, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est le système de l'approbation. Voilà, là vous voyez donc en fait le logo de la collection, la Collectio Esperanta Approbita, donc approuvé par Zamenhof, c'est-à-dire que si donc ça, les contrats sont signés à l'été 1901. Si un auteur espérantiste rédige un manuscrit, il veut l'envoyer, il veut le publier, il doit en fait le soumettre à Zamenhof, qui vérifie la qualité linguistique du texte, et ensuite le faire publier chez Hachette, puisque l'autre volet de ces contrats, c'est la logique d'exclusivité, c'est-à-dire que Zamenhof et les ouvrages approuvés par lui ne peuvent être publiés que chez Hachette. Voilà, ce qui pose une question, ce qui pose la question de la propriété de la langue, en fait, et qui serait une question très vivement débattue là, dans les années 1901-1905. Ce sera réglé, en fait, en 1905, quand, au congrès de Boulogne, Zamenhof affirme que c'est le monde entier qui sera propriétaire de la langue, et donc met fin finalement à cette clause-là d'exclusivité. Il y a des débats très vifs, et d'ailleurs même des accusations d'enrichissement de Zamenhof, qui sont sans doute fantaisistes vu le volume des ventes et puis la part en fait assez minime qu'il touche sur les ouvrages approuvés. En tout cas, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que cette collection
et la revue qui lui est accolée, la Revue, qui est une revue littéraire dont on parlera tout à l'heure, va constituer finalement une sorte de collection de références en espéranto, avec des best-sellers. L'espéranto en 10 leçons, par exemple, qui est un recueil de cours donnés au Touring Club de France. Et la collection va évoluer d'une production d'abord centrée autour des dictionnaires, des lexiques, des méthodes, et ensuite, à partir de 1904, en fait, près de la moitié du catalogue est constitué d'ouvrages littéraires. Donc, il y a un apport très important de cette collection à l'édition littéraire et à la production littéraire en espéranto, dont les premiers romans dans la langue universelle, Castello de Prelongo, par exemple, Henri de Belgen. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça rejoint un modèle que des chercheurs ont déjà un peu défriché tout au long du 19e siècle, quand les langues nationales ont émergé dans ce grand mouvement d'émergence des nationalismes en Europe. Bien souvent, en fait, il y a un travail de rénovation de la langue qui a été mené. Voilà, beaucoup d'exemples, en fait. Le hongrois, par exemple, a connu ça. Et très souvent, en fait, ça passe par la création d'une collection éditoriale qui rassemble des productions d'auteurs locuteurs de cette langue dans la nouvelle langue, dans la langue rénovée, une valorisation aussi du folklore et aussi l'importation, et on y viendra peut-être plus tôt tout à l'heure, mais l'importation aussi de classiques universels dans la langue en question. Manière, en fait, de légitimer un petit peu la langue qui vient de prendre naissance. Et donc, en fait, on trouve quelque chose de tout à fait similaire ici avec la collection approuvée de chez Hachette. Et à côté, bon, j'ai mis juste cette couverture-là, puisque à la fin de la période Hachette, donc dans les années 1910, alors on est en 1908, mais voilà, ça commence à ce moment-là, il y a d'autres petites collections qui se créent, notamment donc cette Technica Collecto, qui me permet aussi de mentionner, parce que je n'aurai pas trop l'occasion d'aborder ce point-là, mais des liens étroits en fait entre aussi scientifiques et espéranto. Il y a une production assez abondante dans cette période française de l'espéranto, d'ouvrages, de lexiques, de dictionnaires spécialisés, techniques thématiques, et notamment dans le domaine scientifique. Oui, alors là, c'était rapidement pour montrer aussi l'intérêt que d'autres acteurs de la vie économique ont pu porter à l'espéranto. Là, c'est un manuel, c'est beaucoup dire, mais enfin une sorte de lexique illustré pour les enfants, édité par Le Bon Marché. Voilà. Et donc, on y voit en fait la traduction dans donc 5 langues nationales et l'espéranto, qui est d'ailleurs curieusement présenté par un petit drapeau bleu. Donc, voilà. Et donc, je crois que c'est au Bon Marché, effectivement, que des cours même d'espéranto sont proposés pour le personnel. Tout comme, en fait, le printemps avait mis en place des cours de Volapük dans les années 1880. Oui, voilà. Alors, bon, là, j'ai aussi un titre de presse qui s'appelle Tralamando, qui incarne assez bien, en fait, cet espérantisme-là des années 1900, qui est un espérantisme un peu, bon, pour le dire assez vite, bourgeois, enfin en tout cas, qui s'attache à cette frange-là de la population, qui va fréquenter le Touring Club de France, qui va peut-être être investi dans la chambre de commerce locale, etc. Donc là, on le voit, une rubrique féminine, avec les derniers chapeaux à la mode, donc en 1905, 1906. La revue est lancée en 1905, me semble-t-il. Elle fait même un peu l'événement, en fait, au Congrès de Boulogne. C'est la première revue illustrée de ce type. Et puis des publicités à côté, donc on peut voir aussi bien des publicités pour des lanternes magiques, pour du chocolat ou du champagne. Et là, j'ai également des publicités en espéranto, donc du Bon Marché. Et à côté, très rapidement, en fait, il s'agit là pour rejoindre plutôt ce que je disais sur les nouvelles méthodes d'enseignement des langues, c'est ce qu'on appelle un tableau mural. Et donc, il y a une nouvelle production éditoriale vraiment dans ces années-là, début du XXe siècle, pour l'apprentissage justement des langues selon la méthode directe. Puisqu'avant, ça ne se faisait pas vraiment, mais désormais, c'est quand même une pratique qui est plutôt à l'ordre du jour. Et donc, on crée ce genre de grands panneaux illustrés et on apprend en fait aux enfants à apprendre les langues en citant les objets, en parlant, en conversant. C'est un support en fait à l'apprentissage selon la méthode directe qui se répand alors dans l'enseignement. Et donc ça, c'est édité par la maison Delmas, qui est une maison bordelaise spécialisée dans la production de ce genre
de méthode. Et donc, ils ont un catalogue qui concerne les grandes langues nationales. Et donc, l'espéranto rejoint en fait presque tout naturellement ces langues-là. Là, j'ai plus la date de cette planche, mais sans doute entre 1905 et 1910. Dernier exemple, ce sont les images d'Épinal. Il y a une production de l'imagerie Pèlerin, donc imagerie à Épinal, c'est toujours la même du congrès de Boulogne. Donc Paris occupe une place très importante sur la question des nationalismes, ce qui est vrai, mais détaillé beaucoup, mais il est déjà assez âgé, hein, il est né en 1839. C'est un polytechnicien, un expert de balistique, mais là il est retraité à ce moment-là. C'est un pionnier de la normalisation de l'information. Il est membre de l'Institut international de bibliographie, qui est un institut fondé par Paul Auclair. Enfin, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais c'est important d'avoir en tête qu'il y a aussi un lien étroit entre langue universelle et normalisation de l'information. Il est aussi Dreyfusard. Ça aussi, c'est un engagement qu'on retrouve dans beaucoup d'espérantistes de cette époque. Il faut aussi avoir le contexte de l'affaire Dreyfus en tête, bien sûr. Et puis, il est membre du Touring Club de France, évidemment, et il est président de la Société française de photographie. Voilà, et on voit en fait autour de ces trois engagements, espéranto, photographie et normalisation de l'information bibliographique, un même intérêt, un même engagement autour de l'idée de langue universelle. Et donc, c'est lui qui crée l'Office central espérantiste à Paris, qui en fait est la tête de pont de la vie internationale de l'espéranto, qui va organiser des congrès, hein, par exemple. Et donc, c'est à Paris, dans les locaux de la Société française de photographie, que tout ça, en fait, prend naissance. Alors, ces premiers congrès ne sont pas seulement un temps d'unanimisme autour des valeurs portées par l'espérantisme de belle époque. C'est aussi un moment où des oppositions commencent à naître. Tout d'abord, je l'ai dit déjà, il y a une opposition à la situation de verrouillage de la langue, en fait, hein, qui est imposée par les contrats Hachette, comme on disait. Ça pose la question de la propriété de la langue. Il y a de nombreuses polémiques, et finalement, comme je le disais, en 1905, à l'occasion du premier congrès, Zamenhof considère que c'est le monde entier qui est propriétaire de la langue, hein, selon la formule. En réaction au monopole Hachette, est fondée, donc en 1905, cette société, la Pressa Esperantista Societo, qui est fondée donc rue La Cepède, dans le quartier latin, au 33, comme vous pouvez le voir sur cette photographie. On voit donc Théophile Carr, hein, qui est assis de profil, qui est aussi une figure très importante, je ne rentre pas dans le détail. Donc à ce moment-là, on a en fait deux maisons rivales, hein, qui sont très près l'une de l'autre, hein, rive gauche, comment dire, boulevard Saint-Germain Hachette et donc rue La Cepède dans le quartier latin, la Pressa Societo, qui vont toutes les deux développer deux catalogues concurrents de dictionnaires. Il y a une activité en fait qui est assez impressionnante, hein, d'édition de dictionnaires, de lexiques, parce que derrière il y a quand même l'enjeu de la définition de la langue et comment, sur quelle base on construit cette langue. La Pressa Societo va lancer un grand projet de dictionnaire
2000 pages, qui va paraître par fascicule. Alors, le projet n'ira pas à son terme, et qui est en fait conçu par une équipe internationale. Donc, c'est un travail collaboratif et international, l'objectif étant de lutter justement contre l'importation d'idiotisme, c'est-à-dire en fait de gallicisme, par exemple, donc de tournure proprement française dans le dictionnaire de l'espéranto. Et globalement, c'est une préoccupation d'ailleurs qui, on le voit quand on lit la correspondance entre Théophile Carr, donc qui est présent ici, et Alfred Michaud. Théophile Carr, à un moment donné, je n'ai pas la citation, mais voilà, dit il y a un vrai danger à ce que l'espéranto paraisse être une invention française, patronnée par les patrons français, par les professeurs français, les éditeurs français, etc. Donc là, au contraire, il y a le souci d'essayer de trouver, de renouer en fait aussi avec l'esprit peut-être originel de l'UNUA Libro, c'est-à-dire une langue économe, peu de radicaux, peu de néologismes. Et là, on rejoint un petit peu la tension qu'on pouvait, que j'ai pu exposer au tout début entre ces deux conceptions de la langue internationale. Et puis, l'autre opposition qui se cristallise petit à petit, rapidement, oui, ça c'est un extrait en fait du catalogue de la presse espérantiste, mais ça permet de voir le logo aussi de cette maison d'édition. L'autre opposition qui apparaît à ce moment-là, c'est l'opposition à l'orientation bourgeoise, on pourrait dire, de ce premier espérantisme. Et là, il faut passer au congrès suivant, en 1906, celui de Genève. Et en marge du congrès, puisque normalement, en fait, on n'a pas le droit, dans les congrès à cette époque, de se réunir sous un prétexte politique, religieux, etc. Enfin, il y a un principe de neutralité qui est aussi un objet de débat, évidemment. Donc, c'est en marge de ce congrès que va se tenir le premier rassemblement de Rougeau, et donc d'espérantistes rouges, sous l'impulsion du français Paul Berthelot, c'est une figure intéressante. Et c'est là que va être décidée la fondation d'un type de presse. Cette revue, Literatia Sociarevo, qui va paraître en premier numéro en janvier 1907. Très intéressante à étudier. Le ton y est plutôt libertaire, plutôt anarchiste. C'est plutôt la tonalité de ce premier espérantisme-là. Mais en fait, il y a quand même une grande diversité de positions qui s'y expriment. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouvera plus tard, notamment chez Lanty. Et on constate, en dépouillant les revues, au moins de cette première année de publication, 1907, que des grands noms de l'illustration vont y contribuer et vont fournir les illustrations de couverture. Donc là, par exemple, c'est Josso, qui est un dessinateur important de cette époque, très reconnaissable avec ce trait épais. Mais on peut trouver aussi Maximilien Luce, Villette, Ludovico Rodo, qui est le fils de Camille Pissarro, qui est un anarchiste très engagé. Bon, d'ailleurs, effectivement, beaucoup d'illustrateurs à cette époque-là sont anarchistes. Hein, c'est quelque chose. On peut penser à Félix Fénéon aussi, à cette nébuleuse. Cette revue, en 1910, tirera à 2000 exemplaires. Et c'est le moment, justement, où elle quitte Paris pour Amsterdam. Elle est quand même confrontée à des difficultés financières. Elle était jusque-là implantée rue de Saint-Onge, donc dans le Marais. On imagine mal le Marais être un lieu un épicentre de l'anarchisme, mais c'était le cas puisque se trouvait aussi dans le 3e arrondissement une université populaire qui s'appelle La Fraternelle. Et c'est là qu'en fait un cours d'espéranto va se tenir dès 1905. Il est animé par un ouvrier anarchiste qui s'appelle Fernand Blangarin, qui est plus connu sous son pseudonyme de Fiblango. Et autour de lui, dans cette université populaire du 3e arrondissement, va se constituer un groupe qui s'appelle Pazzo Liberezzo et qui est un groupe moteur dans cette veine libertaire anarchiste de l'espéranto. En réalité, ce public ouvrier avait déjà été un peu sensibilisé à l'espéranto. La première trace que j'ai pu retrouver, c'est 1898. C'est une conférence de Gaston Mock, qui est une personnalité aussi importante. Là, j'ai pas le temps non plus de la présenter, mais un pacifiste, Dreyfusard, qui va intervenir Faubourg Saint-Antoine, au lieu de la vie ouvrière parisienne, à la coopération des idées, qui est une sorte de coopérative qui préfigure les universités populaires. Alors, c'est quand même important de dire un mot des universités populaires, parce que ça a été une des institutions très importantes à cette époque en France, qui sont créées un peu justement après l'affaire Dreyfus, enfin dans la foulée de l'affaire Dreyfus, par
par des universitaires, des intellectuels, voilà, je cherche le mot, donc une invention toute récente, puisqu'on parle d'intellectuels, comme vous le savez, justement après l'affaire Dreyfus, pour instruire le peuple. Il y a cette idée-là quand même, un peu de parachever aussi le mouvement de républicanisation. Alors, on est dans une république à déjà maintenant 20 ans, mais 20-30 ans, mais bon, elle peut encore être fragile. Et donc, il y a une volonté d'éducation populaire qui passe par ces universités populaires. Donc, ce sont en fait des professeurs à la Sorbonne, dans les grandes universités, à Paris et en province, qui vont organiser des cours, tenir des cours devant un public ouvrier. Et donc, on dénombre un certain nombre de cours d'espéranto aussi dans ces universités populaires. Et parfois, en province, ça peut être un lieu justement aussi de relais de la langue universelle. Je pense au Mans, par exemple. J'ai trouvé trace de cours d'espéranto qui se tenaient à l'université populaire du Mans par un professeur soit du lycée, je crois, du Mans. Voilà, alors il y a aussi d'autres instances plus auto-organisées par le mouvement ouvrier lui-même. On peut penser aux bourses du travail, qui sont un peu l'équivalent des chambres de commerce pour les ouvriers, pour les travailleurs. Les chambres syndicales aussi vont organiser des cours, les cercles libertaires. On peut penser là au cercle des iconoclastes de Montmartre, qui a un nom quand même magnifique, en 1903, où il y a des cours d'espéranto qui sont organisés. Différentes colonies libertaires aussi, colonie de Vaud, colonie de l'Expérience, une autre qui se trouve à Sisteron. Là, on est dans l'entre-deux-guerres, je sais plus, 36, là, je crois. À Sisteron, il y a comme ça une sorte de colonie, voilà, un peu libertaire, où on va éditer cette revue-là, donc le phare de l'espéranto. Et c'est intéressant en fait parce qu'il y a aussi ce courant-là qui est peut-être d'ailleurs toujours, enfin je me tourne plutôt vers vous, mais peut-être toujours actif aussi aujourd'hui dans l'espérantisme de nos jours, avec cette idée finalement que la pratique de l'espéranto c'est aussi une manière de vivre ici et maintenant un mode de vie alternatif aussi. Et ça rejoint aussi l'idée de propagande par le fait qui est chère aux anarchistes, c'est-à-dire quelque part c'est ici et maintenant qu'on propose déjà un mode de vie alternatif, une mise en pratique réelle qui importe justement à ces individus. Et alors, il y a des choses intéressantes. Dans les années 20 et 30, il y a une jonction assez nette entre l'espérantisme et d'autres pratiques alternatives, un peu marginales, qu'on peut regrouper sous le terme de naturisme. C'est un terme justement dans les travaux d'Arnaud Bobéro là-dessus. C'est très intéressant. C'est un certain nombre de pratiques qui visent justement aussi à reconnecter les individus avec leur environnement naturel, qui passent par exemple par le végétarisme. Et on trouve trace en fait de cours d'espéranto dans des restaurants végétariens à Paris dans les années 20 et 30. Voilà, donc voilà. Alors oui, peut-être oui, avant de passer à l'anti. Juste un petit indicateur, on se situe en 1907-1908, donc je reviens un petit peu en arrière. C'est peut-être le moment où le mouvement atteint son apogée en nombre de locuteurs, en nombre de groupes, en production éditoriale, finalement, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui produisent de l'écrit, de l'imprimé en espéranto. Un bon indicateur, par exemple, pour avoir en tête cette diversité-là des pratiques, c'est les cours qui tiennent à Paris en 1907. Alors depuis, en fait, j'ai revérifié un peu les chiffres. C'est un petit peu, bon, ils ne sont pas erronés de beaucoup, mais j'ai recompté finalement 55 cours à Paris en 1907. Et alors ici, voilà, il y a un grand nombre en fait d'organismes différents organisent ces cours. Déjà, pour une bonne moitié d'entre eux, ce sont des associations un peu philanthropiques, comme l'association Polytechnique, par exemple. Alors, l'association Polytechnique, c'est une association qui est animée par des polytechniciens et qui donne des cours aussi, un peu sur le modèle de l'université populaire, justement. Il y a des associations d'éducation populaire qui vont donner des cours dans la langue universelle. 5 cours en université populaire à Paris, 6 cours organisés par des cercles libertaires, des coopératives. Pensez à la Bellevilloise, qui est un haut lieu du mouvement coopératif à Paris à cette époque. Des unions syndicales, l'Union des syndicats de la Seine organise un cours en 1907. C'est Théophile Card d'ailleurs qui l'assure. 3 cours sont assurés par des associations de jeunesse. 3 cours par des organisations commerciales. L'Union des comptables, par exemple, organise un cours en espéranto. Ça, j'en ai pas vraiment parlé aussi, mais il y a aussi cette production-là. Il y a aussi des ouvrages pratiques à destination des secrétaires, des comptables. Voilà, comment rédiger des lettres en espéranto.
Et puis trois groupes, voilà, trois groupes divers, dont le groupe espérantiste de Paris, qui incarne cette tendance plutôt neutre de l'espérance. Alors, on va avancer peut-être effectivement, je sais pas l'heure, oui. Avec l'entre-deux-guerres. Donc, je pense que vous êtes déjà familier de cette figure-là, si vous étiez là juste avant. Alors, effectivement, bon, là, quelques années pendant la guerre, donc mort de Zamenhof, mort de Carlo Bourlet, Louis de Beaufront a déjà acté la rupture avec l'espéranto, c'est l'aventure de Lido, hein, bien sûr. Hachette se retire aussi. Donc là, quand on étudie la correspondance aussi entre Bourlet, par exemple, et Michaud, on se rend compte que bon, Hachette, en fait, cherche quand même à se désengager assez vite parce qu'il y a assez peu de débouchés commerciaux. Et d'ailleurs, en fait, c'est tout près d'ici, hein, à Saint-Germain-la-Blanchère, je crois, à Limec, à l'abbaye d'Ardenne, qu'on peut dépouiller. Donc, Limec, c'est un centre de, voilà, où on trouve des archives. Ah, on fait signe que officiellement, oui. Ils ont rien rangé, on ne peut pas voir. Ah, d'accord, ouais, moi, enfin, oui, j'ai pu consulter quand même un dossier d'auteur. Oui. D'accord, ouais. Alors, il y a quand même voilà, des contrats. D'accord, ouais. Bon, oui. En tout cas, c'est quand même un très beau lieu. Au moins, juste pour aller dépouiller les archives dans l'église de l'abbaye d'Ardenne, c'est vraiment. Voilà. Mais il y a les archives Hachette, voilà, tout ça pour dire qu'il y avait des archives Hachette et qu'en fait, on peut quand même trouver traces de contrats, de bilans financiers, de choses comme ça. Voilà, donc en fait, tout ce petit monde qui animait cet espérantisme de belle époque, quand même, est bien. Enfin, disparaît. Et voilà, le nombre de groupes diminue. Bon, il diminue en fait dès les années 1910. Hein, la vente d'ouvrages aussi. On a des témoignages de manque d'assiduité ou du fait, je cite, que l'on retombe dans le français pendant les cours. L'engagement peine un peu à s'inscrire peut-être dans la durée. C'est un espérantisme aussi de loisirs. Il y a cette dimension-là aussi, quand même, voilà, dans ce premier espérantisme qui s'essouffle un peu et qui ne retrouve pas cette vigueur après-guerre. Après-guerre, les pôles espérantistes les plus actifs, c'est l'espérantisme internationaliste, ouvriériste. Le moment est sans doute plus propice après la révolution russe. Et en France, le mouvement repart sur de nouvelles bases avec donc Eugène Lanty. Donc, je ne vais pas revenir sur Eugène Lanty parce que je pense que vous en savez des plus que moi après la conférence de ce matin. Mais voilà, juste pour retracer peut-être l'aventure éditoriale hein, de la SAT. Donc la SAT fondée en 1921. Avec le lancement de cette revue, Senati et Sarajevo, qui par rapport aux publications voilà, comme Internatia Sarajevo, a une orientation marxiste plus prononcée, voilà, même s'il y a effectivement, enfin, Lanty a une pensée évidemment très originale. Hein. Et d'ailleurs, dans les premiers temps de la revue, différentes options idéologiques coexistent. Et la revue se veut avant tout une sorte de plateforme qui informe ses lecteurs au sujet des luttes sociales menées à travers le globe. La même diversité d'ailleurs idéologique est à l'œuvre dans la collection qui va être éditée par la coopérative d'édition de la SAT, qui est quand même très active, hein, puisqu'entre 1923 et 1926, on compte 23 titres. Voilà. Il y a à la fois des textes donc, plutôt anarchistes, hein, comme Kropotkin ou Tolstoï, des textes communistes, le manifeste du Parti communiste, les ouvrages de Barbus, et des textes anationaux, évidemment, avec les publications de Lanty. En 1924, un autre titre apparaît, c'est Senati Iolo, qui est un hebdomadaire qui va supplanter finalement la Senati Revo, avec 4000 abonnés payants en avril 1930, ce qui est assez exceptionnel hein, dans le paysage de la presse espérantiste de l'époque. Et entre juillet 26 et mai 33, c'est Lanty lui-même qui va tenir les rênes de cet hebdomadaire, qui est vraiment voilà, un peu l'expression achevée de l'anationalisme. Ouais, bah, d'ailleurs, en fait, c'est voilà, cet article-là sur l'artifice voilà, qui est intéressant. C'est aussi un lieu de témoignage. Il y a une rubrique qui est très lue, qui s'appelle Tago el Mia Vivo, donc où on peut trouver le témoignage d'un ouvrier textile allemand, d'un électricien autrichien, d'un étudiant russe, qui vont partager leur vie quotidienne. Et des contributions aussi sur les conditions de vie des femmes en Chine, des problèmes du Sud. Bon, ça donne quand même, enfin c'est une source aussi d'ailleurs tout à fait intéressante, mais
C'est une manière d'accomplir la vocation première du journal, qui, je cite, est de donner un portrait sûr, clair et objectif des combats et des conditions de vie des travailleurs dans n'importe quelle partie du monde, suivant un regard anational. Alors, la liberté de ton de l'anti va causer la rupture avec les espérantistes soviétiques en 1933, mais là, voilà, c'est quelque chose que vous avez dû entendre ce matin, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ça marque ensuite un repli assez net de l'audience du titre, et plus généralement, en fait, de l'action de l'espérantisme ouvrier qui, en fait, va s'éclater dans les années 30 en divers mouvements, diverses tendances. On peut reprendre là, mais je pense que je n'ai pas tout à fait le temps de le faire. Mais l'exemple justement de la ville de Roubaix, bon, je vais quand même le faire, qui est assez intéressant. Voilà. Vous vous souvenez, à Roubaix, il y avait un groupe neutre, donc groupe espérantiste, qui est fondé en 1903, pardon, grâce donc à la convergence, comme je vous l'expliquais, des milieux commerçants, industriels, sportifs, donc parfaitement représentatif de l'espérantisme de 1900. À la fin des années 30, il est tout à fait moribond, puisqu'il n'y a plus que 2 membres. Voilà. Alors, bon, mais pourtant, en fait, il y a un nouveau groupe qui naît en octobre 32, dans la foulée de la renaissance d'une autre association nationale qui s'appelle l'ESFIO, qui est une association d'espérantistes socialistes. Et une poignée de membres des jeunesses socialistes ouvrent à la Maison du Peuple de Roubaix un autre cours, un cours concurrent. Voilà. Et ils fondent un groupe qui mène donc d'actives campagnes de propagande. Et effectivement, le groupe ouvrier connaît une recrudescence d'inscriptions à ces cours. Et finalement, il profite, ce regard d'intérêt autour de l'espéranto qui est suscité par les socialistes espérantistes. Il y a aussi l'influence du socialisme municipal, c'est-à-dire des mairies socialistes dans l'entre-deux-guerres qui vont parfois encourager l'implantation de groupes. C'est le cas à Limoges, par exemple. Au lieu du socialisme municipal, bien sûr. Voilà, et donc le groupe neutre, finalement, un peu aiguillonné par ce succès du groupe socialiste, va relancer aussi un cours. Et il y a même un 3e groupe qui n'est pas affilié non plus, neutre, qui va aussi être fondé. Alors ensuite, par contre, le groupe socialiste va être victime, si je puis dire, de l'entrisme de l'espérantistes communistes qui vont tenter de déstabiliser le groupe socialiste. Donc il y a des rivalités quand même, voilà, je ne rentre pas forcément dans le détail, mais par ailleurs se forme au niveau national une fédération qui s'appelle la Fédération espérantiste des travailleurs, qui entend constituer une sorte de front uni en faveur de l'espéranto, aussi pour peser auprès des décideurs politiques. On est à l'époque de constitution du Front populaire, essayer de trouver un relais politique qui sera un peu décevant en fait. Et finalement, donc, cette fédération espérantiste des travailleurs va réunir les 3 groupes et va leur dire ça serait bien quand même qu'on s'unisse, voilà, qu'on fasse front commun. Et c'est le groupe de l'ESFIO qui va refuser cet appel à l'unité alors que les 2 autres ont fusionné sous l'égide de la fédération espérantiste. Bon, voilà, tout ça est très complexe, mais pour dire qu'effectivement, il y a aussi pas forcément de front uni, justement, que ça explique peut-être aussi le manque de relais politique auprès du Front populaire, alors que le moment était peut-être plus propice, notamment à l'introduction des programmes scolaires, pourquoi pas de l'espéranto, ce qui est comment est-ce qu'on dit ça, un serpent de mer. Voilà. Alors, sur les petits moments qui me restent, je vais passer à ma dernière partie pour introduire une notion qui a été développée par une historienne américaine qui n'a rien à voir avec l'histoire de l'espéranto, elle s'appelle Tara Zahra. Elle a travaillé plutôt sur les sociétés d'Europe centrale au tournant du 19e 20e, donc on est quand même dans la période qui nous intéresse. Elle a développé un concept qu'elle a appelé la notion d'indifférence nationale, c'est-à-dire une manière de décrire le comportement de populations ordinaires, en fait, qui ne cède pas au discours nationaliste, comme on peut souvent un peu le présenter de manière schématique, mais va cultiver ce qu'elle appelle des identifications vacillantes, des fidélités alternatives, des pratiques ambivalentes qui, en fait, vont s'accommoder un peu de la coexistence de différentes communautés. Ça peut passer par du bilinguisme, par du mariage mixte, par des manières de négocier avec l'adhésion à la catégorie nationale en fonction des avantages qu'on souhaite en retirer. Donc, elle se focalise plutôt sur l'espace d'Europe centrale, qui effectivement est une mosaïque de peuples, parce que là, on est avant l'effondrement des empires, donc avant la constitution d'États nationaux. Alors, plus qu'une mosaïque, en fait, justement, le terme n'est pas très précis, parce que ce que ce concept permet aussi de mettre en lumière, c'est que ce sont plutôt, en fait, un tissu avec des relations qui s'entrelacent entre différentes communautés religieuses, nationales, linguistiques,
et non pas forcément une mosaïque, c'est-à-dire une juxtaposition de petits carrés bien hermétiques entre eux. Et en fait, en s'attachant plutôt à la description des pratiques, on se rend compte qu'en fait les gens négocient avec ces différentes appartenances identitaires. Ils sont pas uniquement attachés à leur nationalité ou à leur langue ou à leur religion. Et alors, j'ai trouvé en lisant donc le texte de Sarah Zara que l'espérantisme pouvait relever de ce modèle conceptuel, parce que, comme vous le savez, effectivement, en tant que langue pont, langue neutre, si on veut, enfin le terme est bien sûr un peu compliqué, mais qui prétend à l'universalité, l'espéranto, pendant le moment de l'échange, permet de s'affranchir de toute appartenance nationale. En un temps, justement, où le rapport entre identité linguistique, identité nationale est très fortement affirmé. C'est sur cette base-là que vont être définies, après la Première Guerre mondiale, les nouvelles frontières de l'Europe. Et d'ailleurs, on constate que, même si on reste en France, a priori, quand même, il y a un rapport particulier entre la langue française et la construction de l'État-nation français, mais les régions qui connaissent une situation de bilinguisme vont se montrer plutôt sensibles à la proposition espérantiste. Petite citation là d'un journal, j'ai trouvé dans un journal alsacien, en allemand. Étant donné notre bilinguisme, l'enseignement de l'espéranto permettrait d'ancrer chez les élèves une grande quantité d'éléments linguistiques français et allemands, et se sentiraient beaucoup plus rapidement à l'aise dans la langue espéranto. Et on observe plusieurs mouvements en fait d'intérêt des défenseurs des langues régionales envers l'espéranto. Alors, ça je pourrais peut-être en reparler rapidement. Mais, voilà, les deux exemples que je voulais montrer, c'était ceux-là. Je parlais de ces deux exemples, effectivement. Alors, le premier, en fait, qui date de 1914, le premier à gauche, il y a des espérantistes félibriges, donc qui parlent l'occitan. Ils sont basés à Arles, Draguignan, en Provence, et qui vont publier une revue, fonder un groupe et publier une revue, Tra Provenzlando, une revue littéraire et artistique illustrée, je cite le titre, qui se propose donc de diffuser en fait l'identité provençale en recourant à l'espéranto comme langue véhiculaire. Donc effectivement, hein, on a des articles sur Frédéric Mistral, sur les beautés d'Arles, sur le pont du Gard, on a la recette de l'aioli en espéranto, donc vraiment tous les marqueurs identitaires provençaux qui sont diffusés par la langue universelle. Un autre exemple qui est intéressant, qui est plus tardif, donc 1928, à droite, là, donc Nord Occidento, qui est une revue donc mondiale et interceltique, comme vous le voyez, qui est lancée par une figure du mouvement breton, l'écrivain et grammairien Ropars Aymon. C'est en fait le supplément d'une revue, hein, c'est d'ailleurs marqué, qui s'appelle Wallarn, ce qui signifie norrois, qui est une publication de haut niveau, hein, c'est une publication érudite qui cherche à faire du breton une vraie langue de culture. Désolé de parler du breton dans ces terres normandes. Voilà. Et donc, alors Ropars Aymon, par ailleurs, est aussi un espérantiste convaincu. Et donc, il va lancer ce nouveau titre pour, en fait, répondre à un problème qui s'est posé lors du dernier congrès interceltique qui a réuni donc des Écossais, des Irlandais, des Gallois, des Bretons. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas vraiment de langue pour communiquer entre eux. Il leur fallait recourir soit à l'anglais, soit au français, qui sont perçus en même temps par eux comme une langue d'oppression, c'est beaucoup dire. En tout cas, si on développe un mouvement interceltique, c'est aussi pour essayer d'échapper à l'emprise des langues nationales. Donc, ils étaient pris dans ce paradoxe-là, et finalement, donc Ropars Aymon voit dans l'espéranto une manière de sortir de ce dilemme. Et finalement, voilà, il voit aussi dans... Alors, il y a une phrase assez intéressante, si je retrouve ça. Alors c'est une phrase en fait qui vient plutôt du premier titre, donc du titre Tra Provenzlando. Il dit: si l'espéranto porte en lui l'amour de la patrie humaine, la langue provençale est un remarquable chant d'amour à la petite patrie. L'un et l'autre sont souvent moqués, à tort, au profit de la patrie médiane, enfin c'est ma traduction, hein, donc c'est mesa patrouille. Celle-ci pourtant n'aurait aucune signification, coupée des racines d'où elle tire sa force et des fleurs idéales vers lesquelles tendent ses efforts.
bon, c'est très lyrique, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que y a ce doublet un peu comme ça, affectif, entre la petite patrie, l'attachement à la langue régionale, et l'universalisme, et l'attachement à une langue de communication entre peuples, et en essayant de court-circuiter l'échelon national qui est vécu de manière parfois un peu douloureuse par que ce soit donc les Bretonnants ou les Félibrés. Voilà, donc je me suis un peu perdu dans mes feuilles. Mais voilà. Je vais finir. Alors oui, ici quand même juste peut-être pour avoir un petit aperçu sur les sources en fait que j'ai utilisées, notamment. Donc, on est quand même confronté à cette époque à un très grand nombre de publications qui émanent parfois de petites associations, de petits groupes qui peuvent être professionnels. Hein, donc c'est le cas ici avec donc les postiers ou à gauche avec donc les philatélistes. Donc ça peut aussi être des centres d'intérêt. La production en fait de périodiques, donc de revues, quintuple en espéranto, quintuple entre 1905 et 1910. Et comme on est aussi en plein boom de l'espéranto en France, en fait, une grande part de cet accroissement documentaire vient de la France. Et donc, on est effectivement confronté à ce grand nombre de productions. Bon, ça, je n'en parle peut-être pas, mais voilà, c'était juste pour vous donner un aperçu aussi des deux extrêmes, entre guillemets, qu'on rencontre. Des revues qui sont tout à fait artisanales, hein, qui s'apparentent presque à du fanzine, enfin voilà, ce genre de publication faite à la main, tirée à très petit nombre d'exemplaires. Donc c'est une revue, la revue des sténographistes espérantistes, qui est éditée depuis Issy-les-Moulineaux, je crois, c'est ça, par Pierre Flageol. Voilà, tout à fait à la main, en fait, hein, selon un mode de reproduction vraiment artisanal. Et puis à côté, Espero Catholica, qui est donc là dans les années 30, qui se définit d'ailleurs elle-même comme la plus belle revue en espéranto, mais c'est pas faux parce qu'effectivement elle a une qualité d'édition avec ses couvertures en couleur qui est assez remarquable. Hein. C'est aussi l'essor, donc comme c'est l'essor aussi des groupes locaux, c'est aussi une production de bulletins locaux qui sont vraiment un gisement tout à fait intéressant pour essayer de documenter au plus près des pratiques quotidiennes des espérantistes du moment. Voilà, alors évidemment, j'ai quand même tout seigneur, tout honneur mis Normand de Bastello en tête, mais bon, c'est pas juste pour le clin d'œil, c'est quand même l'une des plus belles revues aussi normandes. Si, voilà, merci. Et là, et ils ont édité un guide de Rouen qui est vraiment un guide tout à fait pas de Caen, oui, ils sont plutôt quand même rouennais que cannais. Une autre revue, voilà, qui est pour les enfants. Alors, là, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi tout un mouvement, évidemment, autour de l'éducation alternative. Hein, les écoles Freinet, par exemple, on s'intéresse très à l'espéranto, et il y a des relais, enfin, il y a des points de convergence très, très étroits. Bourguignon, donc qui est, donc son prénom m'échappe, Henri ou Honoré, je ne sais plus, enfin H. Bourguignon, qui est l'éditeur de cette revue-là, Inferno sur tout le monde, donc qui est une jolie revue. Il se situe à l'intersection effectivement de l'espérantisme et du mouvement Freinet. Alors je regarde quand même un peu l'heure, oui, on va terminer. Parce que ça, vous connaissez peut-être aussi sans doute Lucien Pereire, voilà. Mais c'est évidemment très intéressant. Bah, il y a un travail qui a été remarquable, qui a été fait là, par Pascal Dupont-Glatti notamment, et puis beaucoup d'espérantistes aussi, autour de cette figure-là, qui est un très bon exemple justement de cette idée d'indifférence nationale et aussi de dimension éthique du voyage en espéranto, du voyage et de la pratique de l'espéranto. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, donc c'est un ouvrier français qui a donc traversé, qui est parti de Lyon et qui est allé jusqu'à Java, je crois, enfin en tout cas jusqu'en Indonésie, à vélo, en parlant donc espéranto. Et donc c'est très émouvant à lire parce que c'est à la fois quand même un instantané, enfin vraiment une immersion dans ces régions-là qui connaissent quand même de grands bouleversements à cette époque, hein, guerre entre Russie, Chine, etc. Et puis c'est aussi une sorte de récit d'apprentissage et de construction aussi qui est assez émouvant. Et d'éveil aussi quand même aussi à la diversité des cultures qu'ils rencontrent. Et puis pour finir, voilà, juste un petit point sur la notion de littérature internationale. Donc c'est le dernier chapitre du livre. Donc là, je reviens un petit peu en arrière en vous parlant de
cette équipe de moustachus qui anime donc L'Art et vous, qui est la revue littéraire adossée à Hachette, Carlo Bourlet, donc voilà, au centre, bien sûr. Voilà, cette notion de littérature internationale, elle est intéressante parce qu'il y a aussi cette volonté-là par ces hommes, hein, c'est quand même aussi très très masculin, hein, ce milieu espérantiste, ces hommes-là, un peu sur le modèle justement, comme je le disais tout à l'heure, des langues de culture nationale en Europe, qui se sont constituées petit à petit par la création de collections, et bien de constituer justement un fonds littéraire qui valoriserait à la fois la production en langue, espéranto en l'occurrence, et puis l'importation de classiques ou de textes qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre universels en fait. Hein. Donc voilà, je me suis amusé donc à dépouiller L'Art et vous. Oui, alors ça rend pas très bien là sur le PowerPoint. Mais, voilà, donc L'Art et vous apparaît entre 1906 et 1913 ou 14. Voilà, là c'est les œuvres en fait traduites. Donc œuvres, c'est-à-dire aussi bien des poèmes que des nouvelles, que des pièces de théâtre qui paraissent dans la revue et qui sont traduites. Donc, la moitié à peu près, c'est la production en espéranto, et l'autre moitié, c'est la production traduite. Et alors c'est intéressant de regarder en fait quelles sont les langues d'origine de cette production littéraire traduite. On constate quand même en fait sans grande surprise que voilà, les 4 principales langues, français, allemand, anglais, russe. Alors bon, le russe, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus étonnant, mais les 3 principales langues, c'est vraiment les langues qui fondent aussi voilà, le modèle aussi de l'universalisme du 19e siècle. C'est cette notion de littérature internationale, de littérature mondiale, en fait, on peut la faire remonter à Goethe, hein, qui parle de Weltliteratur, et qui identifie justement 4 grands pôles avec le monde français, le monde anglophone, germanophone, italophone, comme étant justement le patrimoine littéraire qu'il faut ensuite importer dans les langues nationales pour aider à leur codification et leur donner aussi un surcroît de légitimité. Alors l'italien est très peu présent en fait, hein, mais j'ai pas beaucoup d'éléments sur l'histoire du mouvement espérantiste italien, mais c'est vrai que l'italien est quasiment absent d'ailleurs. En fait, hein, je pense qu'il y a quelques textes peut-être. Mais, alors donc il y a toujours la même valorisation de ces grandes langues de culture. Et aussi, ce qui est tout à fait étonnant, et la particularité peut-être aussi de l'espérantisme de cette époque, c'est la place accordée aux littératures slaves et d'Europe centrale. Donc on sait que le mouvement a d'abord pris naissance là. La Hongrie, par exemple, aussi a un foyer important de l'espérantisme. Et donc, voilà, le hongrois est d'ailleurs très bien représenté par rapport à son nombre de locuteurs. Et d'autres petites langues ont tout à fait voix au chapitre dans cette revue. Voilà, le croate, le tchèque, le danois, le catalan, l'arménien, l'islandais, et parfois, en fait, j'ai pu remarquer que dans la revue, certains auteurs paraissent en France, mais en espéranto, avant même de paraître en français en France. En fait, hein, c'est le cas d'un grand poète islandais, par exemple, qui est considéré en Islande comme vraiment le chantre du nationalisme islandais. Je crois même que c'est un jour férié, la date de naissance de ce poète en Islande. Il est traduit très tardivement en français. Peut-être même pas d'ailleurs, je ne sais plus, parce qu'il y en a un que j'avais identifié qui n'est toujours pas traduit en français, aujourd'hui édité en France. Et en fait, il paraît dès les années 1910 en France, mais en espéranto. Donc il y a une attention à porter à ces petites langues-là. Alors voilà, bon, ça c'est 2 exemples. Ensuite, d'autres initiatives de traduction dans l'entre-deux-guerres de classiques. Voilà, bon, mais je ne vais pas m'étendre, en plus c'est quand même beaucoup moins significatif. Et peut-être parler rapidement d'autres aventures éditoriales de littérature traduite qui seront le fait justement dans l'entre-deux-guerres de la société de la SAT, et la SAT ensuite qui va s'associer avec une fédération de travailleurs espérantistes néerlandaise pour fonder une coopérative d'édition qui va éditer aussi une littérature qui là n'est plus vraiment une littérature internationale, mais une littérature internationaliste, c'est-à-dire aussi clairement engagée. Donc là évidemment il est question de la guerre d'Espagne. Cet idéal-là va attirer aussi, par exemple, Romain Rolland, hein, qui est une figure aussi qui
sera pendant quelques temps un compagnon de route de la SAT, bon, assez lointain, mais il y a des liens entre Lanty, il y a une correspondance entre Eugène Lanty et Romain Rolland. Donc, le prix Nobel de littérature, vraiment chantre d'une internationale de l'esprit, justement, qui est pacifiste aussi convaincu, et qui voit là aussi, il y a des pages sur l'espéranto, même s'il apprendra visiblement jamais l'espéranto lui-même, mais en tout cas, un plaidoyer en faveur de l'espéranto comme langue, justement, qui rend sensible, qui rend réelle cette idée internationale de l'esprit. Voilà. J'en ai terminé là. Je vous remercie pour votre attention. Je suis tout à l'heure. Merci. Alors, je ne sais pas, je vois qu'il est midi 10, s'il y a un petit temps de questions. Mais, je crois qu'on avait dit midi 15, c'est 2h15, ouais. Ouais, j'avais en tête 2h15. Merci beaucoup, parce que Thomas est quand même devenu spécialiste de Paris ce matin. Voilà. Donc, je vous engage à acheter ce livre à grand salon. Donc maintenant, pour ceux qui ont la possibilité de réserver les repas, se passe à la salle Emigas, que les Hérouvillers connaissent sous le nom de Saint-Livre Malraux, et à la cité de l'alimentation, donc là où on a pris le repas. Dans le repas donc c'est là-bas. Il va falloir que vous en priez. Apparemment, vous faisons contrôler, je suis désolé, mais c'est parce que dans les inscriptions, les gens qui sont inscrits, les inscrits, il y a des inscriptions, etc. Et donc, moi, à la cité d'alimentation, il faut quand même que je sache très exactement le nombre de repas qui doivent être facturés, parce que sinon, il va le perdre, alors qu'il s'est vraiment rendu extrêmement disponible. Voilà, je vous remercie à tout de suite. La suite du programme, vous l'avez affiché dans le haut, ou bien sur l'écran de télévision, qui sont pour voir. C'est pas possible. Merci à tous. Bon, j'avais une question. Oui, je pensais